Mesdames et messieurs, bonjour. Thierry Petit-Perrin, président de EasyTeam. Monsieur Dumont. Bienvenue à cette table ronde sur la réduction de l'empreinte carbone de la data. Je vous dis un petit mot sur EasyTeam parce qu'en fait, vous ne voyez pas le logo d'EasyTeam ici parce que c'est une session qui est organisée par Hitachi, notre partenaire de longue date. Mais j'ai voulu casser un peu la règle pour déstabiliser Laurent. Non, je plaisante. Donc, EasyTeam est une filiale du groupe Constellation, comme un événement Constellation avec tous ses partenaires. Je voulais dire un mot d'EasyTeam, donc qui est la filiale hébergement et cloud de Constellation. Et EasyTeam est engagé au même titre que Constellation sur une réduction de son empreinte carbone de 7% par an. Et c'est un objectif qui est très ambitieux, puisque 7% c'est pas rien. Et donc, ça impose un grand nombre d'actions au quotidien. Ça impose d'avoir des gens qui sont des référents sur le sujet du carbone. On en parlera tout à l'heure. Et puis, tout un tas de sujets comme la sensibilisation, notre bilan carbone qui est fait chaque année avec Ekio, un logiciel spécialisé, le choix de partenaires. Et dans nos offres cloud, parce que c'est un sujet qui est quand même globalement énergivore, on le sait bien, et générateur de CO2, malheureusement. Dans nos choix de technologies de cloud et de cloud public, on a embarqué un certain nombre de technologies et de partenaires technologiques, dont Hitachi Vantara, qui est ici présent avec nous, parce qu'ils ont un engagement fort, au-delà de la performance, de la qualité des produits, et on n'a aucun souci depuis des années, et vraiment on est ravis de ces technologies. C'est un partenaire qui est très engagé sur la réduction de son poids carbone de chaque Tera qui est construit. Et donc, c'est un peu ça qu'on voulait co-animer ensemble. Donc, du coup, j'en profite pour présenter les speakers de cette table ronde. Voilà, donc, Adrien, qui est un cloud architecte chez EasyTeam. Clément, j'ai pas oublié ton nom. Mais tu me regardes avec angoisse, alors je me suis dit... Clément, qui est le directeur du pôle intégration expertise. Donc, c'est d'abord deux key people de l'entreprise vraiment top. Et en plus, des gens très, très impliqués sur la partie carbone et qui portent le sujet carbone au sein d'EasyTeam. Parce qu'on a beaucoup de chantiers à ce niveau-là. Et puis Laurent, donc Hitachi Vantara, qui vient déjà de faire un bon bout de route par la demi-heure avant. Donc je vais vous laisser prendre la parole. Et puis bon atelier. J'espère que pour vous, ça sera un atelier inspirant sur le sujet de la data. Merci Thierry. C'est toujours le mot du début, c'est toujours important. Ça donne une petite énergie au début. Ça, on parle du contexte et tout ce qui va bien. Donc, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, Laurent Delez, donc comme l'a très bien dit Thierry, Hitachi Vantara, le panneau de droite. Et puis l'honneur et le privilège d'avoir deux experts d'un sujet ô combien important, parce que c'est vrai qu'on parle de réduction de l'empreinte carbone, mais la base c'est la data. Hein. Enfin, au cas où vous auriez des doutes, on n'a jamais autant généré de data que depuis à peu près une dizaine d'années. Donc 175 zettabytes selon nos amis d'IDC, c'est-à-dire que tous les ans on multiplie par 2, par 3 la génération de data, et donc il faut bien la stocker. Hein, ça c'est le b.a.-ba. Je pense que tous vous avez un réseau social, hein, vous communiquez par des outils divers et variés, ça consomme du CO2, enfin, comme vous pouvez l'imaginer. Petite information, 2h30 de TikTok, ça peut prendre un aller-retour Paris-Londres en avion. Petite idée, petit curseur. Mais c'est léger. Mais ça fois le nombre de gens qui sont sur TikTok, c'est un peu compliqué. Et puis l'autre sujet qui était que j'ai abordé un peu, alors désolé pour la redite, c'était le nombre de dossiers entre guillemets où les gens intègrent la partie RSE dans leur RFP. C'est 8 clients sur 10 et la pondération c'est entre 10 et 20% du choix de la technologie. Donc c'est plutôt très bien, peut-être pas assez si on devait avoir un seul critère vu qu'on est tous autour d'un sujet qui est Tech for Climate, mais on va dire que la data c'est quand même quelque chose qui est relativement clé. Donc il y a plusieurs questions qu'on va travailler. On a travaillé en amont, on a préparé ça. Hein. C'est pas que du live, mais néanmoins, si vous avez la moindre question, vous levez la main. On va faire tout de suite l'interaction directe. Et je gérerai avec mes équipes derrière qui me regardent avec un oreille bizarre pour dire je vais vous passer le micro. Donc vous posez la clic sur le micro parce que c'est tout recordé. Voilà. Donc les questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi c'est important ? Je pense que si vous êtes là, c'est qu'à première vue, ça a l'air d'être plutôt important. Oui. Super. Et l'autre point, c'est les tendances. Qu'est-ce qu'on voit sur le marché justement pour mesurer cette partie data et cette orientation. Donc je vais avoir un premier gros pilar qui est relativement important, c'est tout ce qui est collaboration et sensibilisation. Okay, donc c'est quand même un sujet qui est relativement clé, parce que soit on est technique et on parle data, soit on essaye de faire changer les choses et on va parler plutôt de comprendre le métier de chacun ou la façon dont il interprète la data.
Donc j'ai une première question, et puis après je te laisserai répondre. Comment font les entreprises pour collaborer et pour partager leurs meilleures pratiques en matière de réduction de l'empreinte carbone de ses propres données? Alors j'ai combien de temps pour répondre? Je te couperai. Non, bon, alors déjà, premièrement, je suis très content de participer à cette session. Un point important, hein, moi, ce que je vais dire ici, c'est un partage d'expérience. Je ne prétends pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Je voulais juste partager avec vous, on voulait juste partager avec vous un petit peu notre expérience chez Constellation et particulièrement chez EasyTeam. Sur ces sujets-là. Ce dont on s'est rendu compte chez EasyTeam quand on a commencé à travailler sur les sujets de la data, des émissions carbone, etc., c'est qu'il y avait énormément d'initiatives chez plein de nos collègues, confrères, partout dans le monde, et que en fait on n'est pas vraiment seul. On a l'impression d'être très seul. On n'arrive pas à savoir par où on prend le sujet, puisque c'est des vastes questions. Et en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Pour en citer une, par exemple, dont je voulais vous parler, c'est Boa Vista, qui est une association en fait aujourd'hui, et qui est un groupe de travail qui partage tout un tas d'indicateurs et de méthodologies de calcul pour réussir à concevoir et formaliser sur le papier ce que c'est les consommations carbone d'un système d'information. Un système d'information, c'est composé de plein de choses, mais en tout cas, tout ce qui est matériel, on a aujourd'hui des données qui sont fiables, qui sont partagées, qui sont viabilisées, qui sont fiabilisées régulièrement, mises à jour, etc. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments dont on s'est rendu compte et sur lequel on a surfé, c'est que les initiatives, elles sont là. Il y a un partage très transparent aujourd'hui entre l'ensemble des acteurs de ces sujets. Je regarde ma petite fiche, hein, désolé. Le deuxième sujet, donc du coup, nous, on a pris le pli aussi. Hein, tous les travaux qu'on a fait aujourd'hui autour du sujet du poids de la data, autour de la visibilité de son empreinte carbone et de l'empreinte carbone de son système d'information, on a partagé des notes méthodologiques pour aussi pouvoir être challengé et se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Donc c'est ce qu'on invite. On invite tout le monde à le faire, en tout cas tous ceux qui y travaillent, même si des fois on a un peu peur de la concurrence. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de partager et de capitaliser là-dessus. Les enjeux sont bien plus importants que la concurrence. En tout cas, nous, c'est le postulat de départ qu'on a pris chez EasyTeam. Et donc, tout est partagé, tout est disponible. Et d'ailleurs, Adrien nous en parlera tout à l'heure, mais les méthodologies sont claires, partagées et challengées régulièrement. L'autre point dont je voulais vous parler aussi, c'est toute la partie outillage, puisqu'il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour aller récupérer de l'information, la rendre claire et claire pour des candides, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont des sujets scientifiques importants, où il y a des gens qui ont fait un paquet d'études pour pouvoir en parler correctement. Et on arrive à rendre ces choses-là un peu plus simples, un peu plus lisibles. Nous, par exemple, chez EasyTeam, on a travaillé sur un tableau de bord, comme on pourrait le voir, un tableau de bord financier. Aujourd'hui, on est capable, pour nos clients, de leur mettre à disposition effectivement un tableau de bord qui représente mois par mois l'empreinte carbone de leur système d'information. Je te laisserai expliquer après l'ensemble des détails de tout ça. Et puis le dernier point qui nous paraissait important et qu'on aimerait pouvoir mettre... Comment ? C'est ça. Mais le dernier point qui nous semblait important, c'est de pouvoir accompagner aussi toutes les entreprises qui se posent des questions et qui se sont posées les mêmes questions qu'on s'est posées. Et on aimerait travailler sur des initiatives de mentorat, peut-être, pour aller travailler avec des structures qui se lancent dans cette démarche, qui ont envie de construire des choses. Au-delà de partager nos méthodologies, au-delà de partager nos calculs, au-delà de partager nos données, on aimerait aussi partager un petit peu l'expérience qu'on en a eue et justement tout ce travail de sensibilisation qui se fait en amont. Et je crois que c'est la deuxième question, Laurent. Joli, c'est pas la bonne. C'est pas grave. En fait, il y a une question que je peux vous poser, parce que ça va rejoindre ce que tu disais, Clément, c'est comment vous sensibilisez vos personnels à ce sujet ô combien sensible. Est-ce que vous avez un mode de partage, un mode de mentorat, ce que disait Clément, c'est-à-dire de mettre des équipes cross-entités pour un peu partager qu'est-ce que ça veut dire pour chaque personne, puisque chacun t'interprète différemment ce sujet de collaboration, de sensibilisation. Je sais qu'il y a des sociétés qui carrément ont des trainings spécifiquement pour le board, pour leur expliquer en quoi c'est important. Pas d'un point de vue technique, pas d'un point de vue bit and byte, mais effectivement plutôt dans
Comment vous le comprenez? On va vous donner de l'information, juste pour dire, quand je prends une décision, j'ai le minimum pour prendre des informations correctes. Est-ce qu'il y a des exemples que vous voudriez partager, sans citer votre nom de société, hein, c'est juste, est-ce que vous avez des méthodologies que vous avez déjà appliquées dans cette transformation-là? Allô? Ouais, super. Non, via une opportunité, du coup, avec des collègues, on avait massivement formé plus de 1000 collaborateurs, dont des dirigeants, et sensibilisé à tout ce qui est fresque du climat, fresque du numérique, fresque de l'accessibilité numérique, atelier de tonnes, et aussi, peut-être que ça va rentrer dans ce que vous allez dire, tout ce qui est INR, le MOOC de l'INR. Ouais, s'il y a d'autres personnes aussi, n'hésitez pas. Non, juste pour rajouter un point là-dessus, en fait, il y a un indicateur qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment 90% des COMEX qui sont sensibles au sujet RSE et plus largement au sujet du carbone. Par contre, dans les entreprises où ces COMEX sont sensibilisés et du coup sont sponsors, on se rend compte que finalement, il y a une entreprise sur 3, un corps, qui n'a pas de budget dédié à ces activités. Et l'enjeu du budget, il est toujours fort, hein, parce qu'on a tous un business aussi. Et tout l'enjeu, il est là, et il faut aller le travailler. Nous, on a la chance chez Constellation d'avoir moins ce problème, même si notre activité principale chez EasyTeam, c'est de faire de l'infogérance, comme le disait Thierry tout à l'heure. On arrive à se dégager du temps pour travailler là-dessus. C'est du temps, donc c'est de l'argent. Et voilà, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous avez quelqu'un qui, dans votre entreprise, est RSE? Donc monsieur, madame RSE, j'allais dire. Alors ça dépend de la taille des entreprises, hein. Il y a des entreprises, c'est possible, ou alors des gens qui ont plusieurs casquettes sur ça. Donc plutôt oui, de ce que je comprends, il y a quelqu'un qui a le... Je sais que c'est pareil là aussi, mais je le sais, on en a discuté. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un point central pour les entreprises? Ou est-ce que... Ouais. C'est compliqué, hein. Il y a des sociétés, plus le groupe est grand, plus il y a. Plus le groupe est petit, plus c'est une multicasquette. Donc la personne ne fait pas que ça. Elle a plusieurs responsabilités, dont ce sujet RSE. Ce qui peut être des fois problématique, parce qu'en termes de priorité, oui, les priorités, ça dépend lesquelles. En fait, ça rejoint ce que vous disiez sur la pondération des RFP. Ouais, puis, tu vois, nous, le constat qu'on fait aussi, c'est qu'une personne dédiée au RSE, c'est génial, hein. Vraiment, c'est super. Ouais. Mais nous, pour travailler sur les sujets sur lesquels on a travaillé, il n'y avait pas qu'une personne, quoi. Et on a entendu toute la matinée parler d'écosystèmes, etc. Chez EasyTeam, c'est tout un écosystème. On a eu besoin de tous les métiers pour travailler sur ces sujets-là. Du consultant technique, en passant par le chargé de marketing, en passant par des managers d'équipe pour gérer la charge, ceci, cela, etc., en passant par des chercheurs, en passant par nos filières, par notre filiale Impact, par exemple, aussi, et leur logiciel Equio. Enfin, voilà, on a tous travaillé de pair pour réussir à sortir quelque chose. Donc, encore une fois, c'est génial d'avoir une personne qui fait du RSE, mais ça rentre dans une vraie stratégie d'entreprise et c'est une démarche qui est longue. Mais bon, voilà. Après, je vous poserai encore une éternelle question, c'est qui a un mapping de ces données dans son entreprise à jour? Bon, c'est trop facile sinon, parce qu'il y a le checkpoint d'il y a quelques années. On sait toujours une entreprise que la data, c'est le cœur du réacteur. Enfin, on dit que c'est l'or noir, désolé du terme, c'est pas approprié parce qu'on est Tech for Climate, on parle pas de pétrole, mais oui, bon, il faut faire des jokes, on pourrait en donner. Ce que je veux dire, c'est que c'est entre guillemets ce qui fait tourner la boutique. C'est-à-dire que les data, si elles sont bien stockées, bien rangées, bien triées, et avec les bons droits ou les bonnes spécifications, on peut prendre des bonnes décisions. Ben, je vois vos réactions, mais c'est normal, vous n'êtes pas le seul. J'étais hier avec un spécialiste de la cybersécurité qui me disait si on avait ça, on n'aurait pas de problème de cybersécurité. Voilà. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des problèmes de cybersécurité, ça veut dire que bon, il n'y a pas de discovery des data, ou en tout cas elles ne sont pas bien écrites ou bien rangées. Et on peut l'appliquer même d'ailleurs jusqu'à un point qui est sur le recouvrement en lui-même. Si vous avez quelque chose de bien et fiable, vous le faites. Alors après une éternelle question, vous savez combien de fois on a une copie d'une donnée unique sur une infrastructure SI d'une entreprise? Allez, juste donner un chiffre. 3. Ah. Allons-y. Donc 12, c'est pas mal, hein. Non mais déjà, vous le palpiquez à votre propre niveau, hein. Alors oui, je compte tout, hein. C'est tous les duplicats. Selon des analystes, c'est pas moi. Donc
on considère qu'il y a 13 fois la même information dans un SI. Alors le cloud a accéléré certains process aussi de mise en place. Donc je reviens, quand vous faites un mapping et vous avez une multiplication de la data, automatiquement, c'est compliqué à gérer. Alors bon, je reviendrai sur un topic qu'on verra après, il y a les moyens de réduire cette capacité-là. Néanmoins, on a quand même un impact relativement conséquent. J'enchaîne ? Good. Moyens et stratégie. Ok. On en revient, ça tombe pile poil, j'enchaîne là-dessus. Moyens, stratégie, c'est quels moyens on a pour réduire notre empreinte ? Enfin, je parle toujours de la data, hein, pas de nous-mêmes. Hein. Comment on fait pour activer des mécanismes et quelles méthodes on voit aujourd'hui apparaître sur la partie infrastructure, donc le stockage de la donnée en elle-même. En fait, il y en a plein que vous connaissez tous, qui viennent principalement du monde du réseau. C'est tout ce qui est mécanisme de réduction de données, qui va permettre de dédoublonner une donnée qui est exactement la même. Donc au lieu d'en avoir 13, j'en ai qu'une avec effectivement des pointeurs qui vont pointer à droite, à gauche, des mécanismes de compression on top, ou suivant où vous la mettez exactement. Et puis après, il y a deux autres axes qui sont technologiques, qui sont purement matériels. C'est le fait qu'on a de plus en plus de capacités sur une même surface. Donc c'est-à-dire qu'avant, on avait des capacités de disques qui étaient au Tera. Maintenant, on est plutôt dans des dizaines de Tera. On envisage des centaines de Tera. Voilà, après, à reconstruire, on pourra calculer le temps de reconstruction d'un disque. Donc un autre débat, même sur le disque électronique. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, les gens, et je pense que vous êtes les premiers, à comment je fais pour garder le plus longtemps mes assets. C'est-à-dire que on parlait de 5 ans, c'est des cycles 5-7 ans, c'est un cycle un peu classique, enfin entre 3 et 7 ans. Maintenant, tous les clients, pour plein de raisons, veulent l'avoir 10 ans minimum. On en revient, alors pour ceux qui étaient à la session avant, prenez juste une image en tête, vous achetez un asset et vous projetez 10 ans après. Première question, est-ce que vous pensez que ça consomme plus ou moins que les technologies qui sont sorties 10 ans après? Merci. Non, mais c'était tout bête, hein, la question en même temps. Aucun, zéro. C'était 0 ou 1, c'était facile. Néanmoins, la logique veut qu'aujourd'hui, on veut garder les assets le plus longtemps possible. Voilà, donc on tire au maximum, on prend des maintenances tiers. Des fois, les constructeurs tirent, on fait partie des rares constructeurs à aller jusqu'à 9 ans, à peu près 8-9 ans en termes de end of support du produit, donc l'arrêt complet des produits, parce qu'on est des produits plutôt entreprises, donc automatiquement, le client nous le demande. Néanmoins, c'est 10, et puis peut-être que dans un an, on se retrouvera, ça sera 15, et là, on nous dira comment on fait, puis là, on va nous dire, il y a le GenAI qui a fait que, en fait, ça va tellement vite que la technologie, il faut changer tous les ans. Bon, je dis ça, je fais exprès de vous mettre une vague qui est un peu la totale. Donc les axes très forts, c'est effectivement, d'avoir des matériaux qui soient le plus recyclables possible, qui permettent de garder 10 ans l'ensemble des infrastructures, et puis d'être capable d'éviter de tout chambouler tous les 5 ans, c'est-à-dire de faire un Big Bang pour transformer tout ça, et de l'amener à pérenniser sans interruption de service l'ensemble de votre infrastructure, qu'elle soit entre guillemets on-prem ou ailleurs. Donc ça, c'est les grands axes. Est-ce que vous voyez d'autres axes, vous, en termes de réduction de l'empreinte carbone sur la partie data ? Oui, vous avez évoqué deux pistes d'optimisation qui sont très techniques et très réseau, j'ai envie de dire, parce que la compression, le dédoublement. Mais peut-être si on revient d'un point de vue plus basique, déjà, c'est bien sélectionner son hébergeur peut-être de données, un hébergeur vert peut-être déjà, c'est-à-dire qui consomme son énergie d'une façon, ou qui les met à contribution, peut-être pour faire chauffer ou ce genre de choses. Je suis référent RSE de ma BU, donc c'est pour ça que voilà, j'ai posé la question avant. Donc c'est des questions qu'on nous a posées de la même manière pour avoir un site même communication. C'est essayer d'avoir des normes d'éco-conception, par exemple, sur son site, qui peuvent être effectivement aussi applicables. Alors c'est des choses peut-être beaucoup plus basiques que ce que vous évoquez en termes de technologie, mais c'est des choses que nous on a essayé de mettre en place. Donc voilà. Alors déjà, vous avez parfaitement raison. Alors pourquoi j'ai pas ouvert ce débat du data center? Parce qu'il y a deux types de profils de clients. J'ai mes data centers qui sont pas green, puisqu'ils datent, je ne peux pas citer aucun client, mais malheureusement, il y a beaucoup de data centers qui ont une ancienneté qui font que de toute façon, ça consomme du CO2 et ça contient un CM2 et c'est pas gérable. Il y a les gens qui font de la colocation, qui eux, vous en avez cité un sans le citer, mais vous avez dit qu'ils réchauffent quelque chose. Bon, voilà, il y en a un qui a fait quand même une grosse promotion là-dessus. Oui, c'est clair qu'eux sont vraiment green, c'est-à-dire qu'ils vous donnent les datas, ils vous monitorent les datas, et on pourra rebondir d'ailleurs avec Clément et Adrien sur ce sujet-là. Et puis après, il y a ceux qui construisent leur nouveau data center. On sait savoir, par exemple, sur la région parisienne, pour que ceux qui ne savent pas, il y a à peu près 4-5 data centers qui sont en cours de construction sur des 4, donc des dernières générations de data centers qui ont effectivement, en tout cas, je ne parle pas des équipements qu'il y a dedans, mais en termes d'alimentation et en termes d'économie, qui sont complètement green. Donc c'est vrai que vous avez complètement raison, c'est le premier point, c'est où je mets mes infrastructures. Est-ce que déjà elles sont green ou base? On en revient. Après, je pourrais aller jusqu'à
qui me génère l'énergie de mon data center, est-ce qu'il est green ou pas? Voilà. Et puis suivant les pays, c'est pas pareil. Comme vous le savez, on a la chance en Europe et en France d'avoir une énergie qui est pas chère et plutôt low carbone par rapport à l'Allemagne, ce qui est tellement facile que je pourrais citer l'Allemagne assez facilement. D'ailleurs, on a un petit outil, nous, chez Hitachi Vantara, pour mesurer pour la même capacité l'impact CO2 suivant sa localisation, uniquement basé sur les critères de l'énergie qui sont publics. Hein. Vous avez sur chaque pays, on vous donne combien l'énergie mesure de CO2. Et puis après, donc, pour revenir aux technologies que vous citiez, effectivement, c'est des technologies qui viennent du Mon Réseau, mais qui ont été impactées aujourd'hui sur quasiment tous les équipements d'infrastructure, parce qu'aujourd'hui, il faut réduire au maximum l'empreinte du stockage de données, qui déjà est effectivement déjà dédupliqué à la source en transfert de data. Après, on peut rajouter une petite couche, encryption, réduction de données. Bon, les résultats sont à revoir, entre guillemets. Mais c'est une petite question qui n'était pas prévue, du coup. On a le droit de faire un petit truc qui n'était pas prévu. Alors peut-être oui, si Adrien, je crois que tu l'abordes. C'est la localisation. Mais du coup, on remarque que je peux ouvrir le débat. Hein, du coup, comment traite-t-on ça alors? On en parle un peu juste après. Ouais. Non, on peut ouvrir le débat. On va faire de l'interactif pur. Moi qui pensais y échapper. Non, mais c'est vrai que quand on parle d'énergie, effectivement, il faut parler du mix énergétique qui en France est plutôt favorable comparé à d'autres pays. Mais cette localisation va avoir un impact fort, notamment sur la partie énergétique qui va représenter pas loin de 70-80% en fait, de ce calcul d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone. Après, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Quand on parle de localisation, c'est typiquement comment est-ce qu'on achemine les matières premières, comment est-ce que on envisage aussi les déplacements par rapport à différents clients, à différents partenaires. Et effectivement, en France, on a la chance d'être plutôt bien loti pour ça et de pouvoir se baser sur un mix énergétique qui est plutôt très favorable. Chez nous, côté EasyTeam, moi j'ai participé personnellement depuis maintenant 2 ans au bilan carbone de l'entreprise. Et c'est vrai que cette question de la localisation est quand même assez structurante. On a pu voir notamment que le fait d'avoir des data centers qui sont implémentés en France ont vraiment permis d'aller chercher des métriques, des optimisations sur la partie carbone qui sont plutôt intéressantes. On a quelques clients qui sont minoritairement localisés à l'étranger, plaques américaines et Allemagne pour ne pas les citer. Et pour le coup, on a une pondération sur le poids de l'électricité qui est beaucoup plus forte. Ouais, alors la petite anecdote quand même, c'est que quand on a monté le tableau de bord carbone chez EasyTeam, on s'est même à un moment challengé sur le fait que non mais il y a un souci avec ce client, ça va beaucoup trop, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'était intimement lié au mix énergétique, donc on l'a compris, on l'a identifié, etc. Effectivement, en France, on est bien lotis. Je prends un exemple pareil, je ne citerai pas le nom, quelqu'un qui devait être dans la salle et qui n'était pas là, qui aurait dû faire partie de notre panel, pour ceux qui se rappellent, et qui effectivement fait, c'est de la même étude que disait Clément et Adrien, c'est-à-dire qu'il a des data centers en colocation en France, la même chose en Allemagne, et il doit donner le bilan carbone, ce qui est une bonne guerre, hein, pour le même service, la même chose, il n'y a rien de différent. Le coefficient c'était 40% en plus en Allemagne, pour rendre le même service. Voilà. Bon, il fallait qu'il ait 2 plaques, donc il n'a pas eu le choix, et c'était France et Allemagne. Parce qu'en termes d'interconnectique, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gros centres d'interconnexion réseau qui permettent d'aller balayer à l'Asia-Pac ou les US, le centre en Allemagne. Mais néanmoins, il était en bilan pas très joli, on va dire. Mais bon, il l'a fait. C'est pas joli. Hein. Ah, oui. Oui, bonjour. J'ai une question à vous poser. Vous parlez de l'empreinte carbone pour la data. Oui. Mais la data, c'est pas un bloc monolithique qu'on utilise tout le temps. Moi, mes mails d'il y a 2 ans avec les pièces attachées, je les ouvre plus depuis bien longtemps. Donc, même si on stocke probablement tout, ou la plus grosse partie, j'imagine que vous devez séparer la consommation carbone du processing des data fraîches d'il y a 2 jours, pas de la même manière, et on ne consomme pas le même carbone sur mes emails d'il y a 2 ans et demi. Donc, comment ça marche? Déjà, excellente question. Merci. Non, je ne dis pas ça pour faire plaisir. Si je me projetais à peu près 3 ans, 5 ans en arrière, la notion de classe de service était un petit peu clé dans les entreprises. J'achète cher quelque chose qui doit aller vite et que j'utilise tous les jours, moins cher quand c'est du moyen, et puis pas cher du tout, exactement pour les données que vous dites. Des données que je n'ai pas utilisées, qui sont complètement statiques, sur lesquelles il n'y a aucun mouvement, aucune lecture. Ok, maintenant l'actualité, c'est que tout le monde veut le best.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne génère plus, entre guillemets, ces 3 classes de services, pour ceux qui sont très anciens, ça s'appelait de l'HSM. En fait, tout le monde met sur une classe très rapide, parce qu'au cas où, hein, prenez le principe de l'être humain, j'en ai besoin, il faut que ça aille vite. Alors que je n'utilise pas. Donc il y a des gens qui le font. Je fais exprès d'être un petit peu extrémiste dans ça, puisqu'en l'occurrence, je pense à un client, qu'on a un client international, qui a fait ce choix de créer des classes de services sur la même technologie qu'est le NVMe, qui est une technologie qui est excessivement rapide, avec très peu de latence, quel que soit le workload. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne se pose pas de questions dans 2 axes, le jour où j'en ai besoin et le jour où je reviens en arrière. Donc pour répondre à la question, oui, c'est logique. Mais prenez votre même exemple pour vous-même. Je prends toujours l'exemple de nous parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Je prends votre exemple. J'ai ma messagerie, peu importe l'outil, j'ai des données actives et je crée des archives, avec le terme que ça veut dire. C'est-à-dire des données, je sais que je les ai, mais bon, c'est le jour où j'en ai besoin, je l'ai. Est-ce que vous mettez ça sur des classes de services différents? Alors pour la simple raison que non, puisque la plupart du temps, vous avez un pauvre disque dans votre laptop ou dans votre desktop, donc c'est la même. Mais alors que vous devriez dire, l'archive, elle est dans une classe de service particulière, qui est peut-être hébergée par un SaaS player, qui va vous mettre ça sur des données qui sont de type glacier, pour citer un des acteurs, ou autre, ou équivalent, qui, elles, effectivement, sont vraiment lentes. C'est-à-dire que le jour où vous allez appuyer sur le bouton, vous savez que ça va prendre un temps. Voilà. Les archivistes le font. Parce qu'ils savent que donc, quand on est dans une contrainte légale de 10 ans, effectivement, ça ne sert à rien de mettre ça sur une machine qui envoie très fort, entre guillemets, en termes de perf. Donc ils mettent ça. Mais quand vous parlez d'archiviste, je ne sais pas si d'ailleurs dans la salle, il y a des gens qui ont encore des systèmes d'archivage ou de transformation de documents en papier en documents électroniques, c'est quand même de moins en moins courant. Et je ne dis pas que ça n'existe plus, hein, non, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens spécialisés dans l'archivage, enfin dans l'archivage de documents réglementaires. Mais néanmoins, vous avez raison. Dans le bilan, il faudrait le mettre en place en disant cette classe n'a pas la même empreinte CO2 que celle que j'active tous les jours, sur laquelle j'ai une activité particulière. Non, juste pour continuer sur le partage d'expérience, nous en tout cas, c'est pas sauf erreur de ma part, Adrien, mais on n'est pas allé si loin encore sur cette analyse. Donc on peut difficilement y répondre, mais il y a tellement d'axes et de choses à aller chercher. Effectivement, c'est une très bonne idée. Je me la note. Je réponds sur un point. Je te laisse, Adrien, pas de souci. C'est justement, on a annoncé ça. Alors, je ne vais pas faire de promotion, mais enfin, comme on est constructeur, on sort des choses pas régulièrement, parce qu'on est japonais. Et comme je disais les gens avant, on prend notre temps pour faire les choses bien. Néanmoins, dans la nouvelle génération de machines, on intègre le fait de mettre la baie de stockage en mode plutôt low consommation. Donc ça peut répondre exactement à votre point de dire je la mets en mode un peu moins consommatrice pour des données qui sont appropriées à ce type de profil-là. Maintenant, ça veut dire qu'en amont, je reviens sur la question du d'avant et après je laisse la en parole, j'ai classifié ma donnée pour dire cette donnée est sur telle consommation, tel usage. Et je reviens, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont aucun mécanisme de ce type-là. La classification de la data, c'est souvent des gros projets de transformation cross-service où on en revient au point de Clément, la collaboration et la sensibilisation, elle est clé. Si vous voulez vraiment transformer vos people, il faut leur expliquer l'intérêt d'une donnée qui est sensible ou une donnée qui est d'archive. Alors peut-être archive et sensible, hein. Ça n'empêche pas l'un et l'autre. Conservation dans le temps, oui, effectivement, vous n'avez pas les mêmes règles dans l'archivage légal. Hein. En plus, il y a des gens dans le secteur d'activité où c'est une obligation contractuelle. Il faut que vous prouviez le fait que la donnée n'a pas été modifiée, falsifiée pendant une durée, des fois relativement exceptionnelle, 30 ans hein, pour certains secteurs d'activité. 30 ans sur la technologie dans l'informatique, c'est une éternité. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que moi, par exemple, en tant que cloud architecte chez EasyTeam, j'accompagne aussi nos clients sur des prestations type FinOps, mais également ce qu'on appelle CarbonOps. Donc l'idée derrière, c'est d'accompagner les clients sur des optimisations de carbone. Donc en tant qu'architecte, voilà, un de mes devoirs, c'est de pouvoir aussi conseiller les optimisations qui sont derrière. Donc si vous avez besoin d'une prestation, d'accompagnement ou d'une baie de stockage pour de la classe de service, on pourra en discuter juste après. Ah, ça, c'est tout va un bon débat. Qui fait du FinOps aujourd'hui? Enfin, qui? Je ne sais pas comment le tourner la phrase, mais en gros, qui conçoit son approche en payant le meilleur prix par rapport à son besoin? Tout le monde, j'espère. Bon, ça veut dire tout le monde. Alors. Est-ce que nous-mêmes, on peut lever la main? Non, c'est pas pareil, on ne peut pas dire ça. Donc, tout comme on va en parler précédemment, et c'est un peu le sujet aussi de ton sujet, Adrien, c'est comment on mesure. Il y a ce côté aussi facturation à l'usage.
On en parlait précédemment, ce modèle de consommation, on parlait sur les détecteurs d'énergie par exemple, c'est un modèle qui a plusieurs me demandé de dire j'achète une asset sur 10 ans, je ne l'achète pas one shot sur 10 ans, je la paye de manière progressive et j'inclus tout ce qui est effectivement mise à jour des équipements. C'est aussi demandé, par exemple pour les conservations à 10 ans, il y a plus de gens qui nous demandent ce type de modélisation de financement pour garantir le fait que je ne fais pas de Big Bang et je ne change pas tout, mais je paye à l'usage un service qui est garant du CO2 consommé ou du kilowatt ou du BTU, hein, on peut aller jusque-là. Et du coup, mais c'est comment on fait? Alors, j'ai une question pour toi, Adrien. Hein, ça revient, on vient du préparer. C'est quoi les indicateurs clés qui peuvent être utilisés pour évaluer les progrès réalisés dans cette réduction de cette empreinte carbone? Comment on fait en fait? C'est le moment de prendre une aspirine. Non, quand on parle de progrès, en fait, il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, pour cette partie de calcul carbone, on va se baser sur différentes méthodologies. Le parti pris qu'on a chez EasyTeam, c'est d'utiliser la méthode ACV qui permet de se focaliser le plus possible sur le cycle de vie des différents produits et des différents équipements, parce que forcément, quand on parle de data, il y a des équipements derrière, il y a des baies de stockage. Donc, c'est pouvoir aussi aller monitorer, en fait, voilà, toutes ces métriques sur l'ensemble du cycle de vie. Après, voilà, l'idée c'était de se focaliser sur cette méthodologie, mais de la simplifier un petit peu, puisqu'on parle voilà, de consommation de ressources, d'acidification, d'eutrophisation. Bon, j'en passe parce que sinon on va tous prendre un aspirine. Mais voilà, l'idée c'était de parler plus spécifiquement de la partie fabrication. Aujourd'hui, c'est quoi le coût de fabrication d'un équipement? Que représentent mes données qui sont derrière sur cet équipement? Donc, différentes façons de faire qui sont plus ou moins précises. Première partie de se dire qu'on va se baser sur un ratio monétaire qui va être assez imprécis. On va parler de 70-80% d'imprécision de la donnée de métrique carbone. On peut aussi utiliser les fiches constructeurs, donc qui sont en général plutôt bien faites, mais fournissent un poids moyen par rapport aux équipements. Si je prends l'exemple d'une baie de stockage, ça va être voilà, un coût moyen de carbone par rapport à la moyenne de ce type d'équipement. Donc combien il y a de disques, les spécificités derrière. On parlait de technologie type NVMe, mais le NVMe ne va pas être aussi cher en carbone que des disques mécaniques classiques. Et puis, dernière façon de faire, c'est plutôt le parti qu'on a pris chez EasyTeam, c'est d'utiliser, comme Clément le disait en introduction tout à l'heure, s'appuyer sur l'initiative Boavista, qui fournit des métriques plutôt très précises, qui permettent de calculer vraiment en fonction des métriques, processeurs, mémoire, etc., et vraiment du contenu de la machine. Donc ça, c'est pour la phase de fabrication. Vient ensuite la phase d'usage. Sur cette phase d'usage, qui représente quand même pas loin de 55% des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, on va prendre en compte, comme on le disait tout à l'heure, le coût de l'énergie, voilà, le mix énergétique, l'efficacité des data centers, des équipements, etc. Et tout ça sur la durée de vie du matériel. Ensuite vient la phase de fin de vie. Dans la phase de fin de vie, on prend le recyclage, le coût et le poids des différents équipements. Là, c'est toujours une phase qui est un petit peu compliquée à estimer. Nous, on s'appuie beaucoup sur une de nos filiales qui s'appelle Bestinfo, qui est spécialiste justement en tierce maintenance et qui permet voilà, d'aller calculer finement et de façon précise les métriques du coût carbone de la fin de vie du recyclage des équipements. On a aussi le poids qui peut être utilisé sur chaque équipement qui permet voilà, d'estimer le coût carbone. Et puis, dernière phase, quatrième et dernière phase, c'est toute la partie autres services, donc gestion des déchets par exemple, gestion aussi des demandes de services, les équivalents temps plein, les fameux ETP, qui vont prendre en compte le coût carbone de tout le travail, tout l'écosystème qui va être fait autour du MCO, du maintien en condition de ces équipements. Et donc tout ça, ça nous amène à pouvoir en fait mettre en place aussi de l'amélioration continue, dans le sens où on va pouvoir enrichir notre méthodologie, puisqu'une méthodologie, on l'a définie à l'instant T, mais forcément, elle va continuer à vivre en fonction de la précision qu'on veut apporter aux données et de la précision aussi qu'on va retrouver chez différents équipementiers, chez différents cloud providers qui vont être plus ou moins communicants. Je pense notamment à certains cloud providers sur la partie cloud public, Amazon, Microsoft. Et derrière, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer au maximum sur l'efficacité des data centers, donc ce qu'on appelle le PUE, qui permet vraiment d'optimiser la partie énergétique, mais également optimiser le coût de refroidissement, optimiser toute la partie stockage, comme tu le disais tout à l'heure, Laurent, avec tout ce qui va être optimisation sur la déduplication, compression des données, qui vont nous permettre de gagner aussi en poids, si je puis dire.
et de pouvoir ensuite optimiser au maximum un ratio de coût carbone au téraoctet de données. Ça veut dire que chez EasyTeam, vous avez déjà tout prévu alors? Ouh là là. Tout, c'est un grand mot. Non, en tout cas, juste pour rajouter un élément, ce qu'on a prévu surtout, et c'est ce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que ça me semble essentiel, c'est ce qu'on a prévu, c'est de continuer de coopérer avec tous les acteurs, avec tout cet écosystème-là, de continuer de publier des choses, de continuer de lire des publications, de continuer de capitaliser sur les uns et sur les autres. La méthodologie qu'on a mis en place il y a peut-être 1 an maintenant, les calculs, on les a fait évoluer en 1 an, je ne sais même pas combien de fois, parce qu'on a nos collègues d'impact qui viennent nous voir régulièrement, nous disent « Ah oui, mais alors attends, on a lu un truc », parce qu'ils font évidemment de la veille sur ces sujets-là, donc c'est formidable, mais c'est une activité à temps plein. C'est un gros boulot, mais c'est super intéressant. Qui a cette capacité d'avoir un outil de monitoring quasi temps réel, de supervision de la consommation électrique, d'un ensemble de composants? Alors c'est peut-être parce que vous n'êtes pas les personnes qui s'occupent de ça, mais je ne sais pas si dans l'entreprise, vous avez un moyen qui vous remonte vers vous en disant bah, voilà notre empreinte carbone, voilà notre consommation. Pour effectivement, on en revient au premier point de Clément, la collaboration et la sensibilisation. Si on sait ce que ça veut dire, on est capable d'en parler et promouvoir du coup une approche, je veux dire, avec un minimum d'impact, ou en tout cas une optimisation de l'impact, j'allais dire plutôt que minimum d'impact, c'est toujours compliqué. Non, vous n'avez pas ce type de... Ah, ok. On va pas complètement, on va dire. C'est plutôt ça? Oui, non, mais que ce ne soit pas du temps réel, j'allais dire que si vous avez une communication qui est, je ne sais pas, je vais vous donner une idée par rapport à ce que j'ai vu chez d'autres clients, mensuels par exemple, sur une tendance qui n'est pas forcément, je reviens sur ce qui est dit à 100% exact, mais qui est une tendance d'amélioration. C'est-à-dire à tel mois j'ai ça, le mois d'après je vois que j'ai optimisé, j'ai rationalisé. C'est aussi une forme de communication importante pour les entreprises de savoir que vous êtes dans une dynamique de réduction. Ça rejoint le point que disait Adrien, comment je monitore et je sensibilise, ou plutôt comment je monitore ce que je suis capable de délivrer et le communiquer à l'ensemble des employés. Et effectivement, juste un petit point, la fiabilité, on parle beaucoup de la fiabilité des données, des éléments qu'on récupère, c'est un vrai challenge, certes, mais le postulat de se dire que de toute façon, on sait que c'est pas complètement fiable, mais on met en place un système de monitoring qui nous permet de voir effectivement quelle est la tendance, c'est le bon postulat à mon sens. Et puis après, tout ça, ça se fiabilise. Nous, on l'a vu, ne serait-ce qu'en 1 an, la fiabilisation de nos chiffres, la confiance dans la méthodologie qu'on emploie, le fait de l'avoir partagé, etc., ça sert. Donc, cet argument de dire que, ouais, mais il faut qu'on ait des choses qui soient super fiables pour commencer à agir, etc., pour moi, c'est un argument qui est complètement faux. On peut agir, on peut faire des choses sans avoir des données qui sont parfaitement exactes aujourd'hui. L'important, c'est d'y aller. Voilà. Ouais, mais c'est justement toute la problématique qu'on avait au début, puisqu'on ne vient pas forcément des métiers du carbone, ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est le cloud, c'est l'infogérance, donc forcément c'était un sujet un petit peu nouveau pour nous. Donc il a fallu aussi le temps de s'acculturer, enfin je vous le dis vraiment en toute transparence, partir aussi en formation pour vraiment changer un petit peu le vocabulaire, le mindset autour. Et effectivement, le plus important, c'est pas de fiabiliser les données, c'est de savoir expliquer la méthodologie. À partir du moment où on sait expliquer cette méthodologie, on saura enfin, on parle souvent de degrés de taux d'incertitude dans les métriques qui sont reportées. Pour vous donner un ordre d'idée et puis un exemple concret, sur le bilan carbone EasyTeam 2022. Ouais, 2022. Attention, on ne dit pas tous les chiffres. Hein. Non, mais on avait une approche qui était plutôt ratio monétaire, de pouvoir calculer en fonction du chiffre d'affaires de nos clients hébergés dans le cloud public leur empreinte carbone. On s'est rendu compte que sur l'année d'après, Microsoft a mis à disposition un certain nombre de métriques, de chiffres qui nous ont permis d'aller chercher des métriques plus fiables. On s'est rendu compte qu'il y avait 45 points de différence entre les deux mesures, juste grâce à un changement de méthodologie. Donc ça, c'est important de pouvoir le mesurer, mais aussi l'expliquer, parce que l'imprécision ne va pas du tout être la même entre des approches qui sont plutôt holistiques et qui se veulent plutôt imprécises, et des approches plutôt très terre-à-terre, très pragmatiques, qui s'appuient sur des métriques précises et fiables. Oui. Quelle confiance avez-vous dans les métriques que vous avez pour la phase de fabrication, pour les équipements de vos fournisseurs? Parce que je prends un parallèle, par exemple, on dit toujours qu'au-dessus d'une certaine taille de véhicule électrique,
le coût de fabrication devient trop élevé, et notamment il y a une recommandation de l'ADEME qui dit que passer 60 kWh sur les batteries, c'est pas en fait viable économiquement de prendre un véhicule électrique, parce qu'en fait le coût de fabrication en termes d'émissions de carbone dépasse le coût d'utilisation. Et donc ma question en fait c'est pour dire aujourd'hui, vous avez une relation de confiance avec vos fournisseurs d'équipements pour avoir des données fiables qui permettent pas d'avoir ce genre d'écueil? Je te laisserai compléter. Premier point, oui, on a des rapports privilégiés avec un certain nombre de constructeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des rapports de confiance. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des initiatives. Je le recite, je ne fais pas de la pub pour eux. C'est une association, tout est gratuit, allez-y vraiment. Mais Boavista, c'est aussi une association qui vient récupérer les éléments et les données qui sont fournis par les constructeurs, qui viennent les challenger, ou en tout cas les discuter, et qui viennent mettre en face des méthodologies et voilà, qui gèrent l'ensemble de ces éléments et qui s'occupent de les tester, de les benchmarker, etc. Donc oui, on va fiabiliser le plus possible avec l'ensemble des acteurs qui sont prêts aujourd'hui à donner de la visibilité sur ces éléments. Pardon, Adrien, vas-y. Non, mais très bien. Je dirais juste qu'on a pleinement confiance en le matériel qui vient de chez Hitachi. Ah, il fallait la placer quand même. Non, mais effectivement, Clément a bien résumé. Nous, on mise surtout sur l'initiative Boavista, donc c'est un parti pris de notre côté. Boavista, en fait, l'objectif, c'est effectivement, on s'appuie sur les fiches constructeurs, mais derrière, en fait, on vient remettre au cœur du système et au cœur de la mesure les métriques précises du matériel dans un équipement. Si je prends l'exemple d'un serveur, un serveur, c'est quoi? C'est un ou plusieurs processeurs, c'est de la mémoire, c'est des disques, c'est des alimentations. Donc, cette méthodologie Boavista va quand même jusqu'à prendre le type de processeur, la finesse de gravure du processeur, et en fonction de ça, sortir les métriques carbone associées. Donc c'est quand même quelque chose d'assez détaillé, d'assez précis, qui permet de prendre en compte tout un tas de facteurs d'émission qui sont plutôt très structurants et nous permettent d'avoir une précision qui est quand même assez relative par rapport au poids carbone que peut avoir un équipement en particulier. Bon, et puis un petit peu de promotion, c'était dit, je vous laisserai la parole juste après. En fait, nous, on a fait un pari chez Hitachi qui est plutôt lié effectivement à la culture japonaise, c'est de ne pas donner des datasheets avec des kilos de CO2. C'est donner nos machines à des analystes indépendants et faire tester nos machines, de préférence 2, et c'est le cas. Donc on a CFP, qui est un organisme international d'origine japonaise, et on a Energy Star pour le marché américain, alors qui marche partout dans le monde. Et eux testent nos machines, et alors assez intéressant, juste pour vous partager ça, il y a deux approches différentes. Il y a le coût de la construction et la destruction, ça c'est plutôt CFP, qui a fait cette étude-là sur l'ensemble des machines, et Energy Star, qui est plutôt complètement différent, c'est pour 1 kW consommé, combien je sors de performance. Différent. Mais alors tout est public, vous allez sur le site, vous téléchargez, tout est public. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui la tendance actuelle, c'est que j'ai besoin de performance, mais je veux limiter ma consommation électrique. En tout cas, je veux l'optimiser, je ne veux pas réduire, je veux l'optimiser. Et donc, ils vous font, tous les constructeurs, pour 1 kW de consommé, combien vous sortez. Non, je repensais à quelque chose. Il y a un tout petit élément que j'ai omis tout à l'heure, parce que je vous parlais beaucoup de partage, etc. Et puis après, on parlait aussi de business, parce qu'on a nos métiers, et puis ça nous fait vivre, on a besoin de nos clients, on a besoin de nos partenaires. Mais en fait, juste pour vous exprimer à quel point on a envie de s'investir dans ce sujet-là, le tableau de bord carbone dont on vous parle, ce n'est pas un produit qu'on vend aujourd'hui, c'est un produit qui est mis à disposition gratuitement à l'ensemble des clients qu'on infogère. C'est-à-dire que tous nos clients aujourd'hui, on leur met à disposition les outils qui leur permettent d'aller travailler derrière. Alors oui, on peut les accompagner, on peut faire plein de choses, mais en tout cas, le postulat de départ, c'est de leur dire, voilà, quand vous venez chez nous, on vous donne cette empreinte carbone. Et on continuera de la fiabiliser, etc. Voilà. Je regarde le chef de la régie qui me dit qu'à première vue, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, ou combien va? C'était en 45 minutes, c'est relativement court hein, pour un peu vous détailler, mais c'est plutôt... Ah, bah voilà, merci monsieur. Est-ce que les dashboards que vous fournissez, c'est uniquement sur la partie infra, ou vous comptez aussi tout ce qui est poste de travail ou autre, voire même l'impact de l'usage applicatif? Alors aujourd'hui, les dashboards qui sont fournis sont plutôt focalisés sur la partie infrastructure, parce qu'effectivement, on héberge des clients
sur leur système d'information, moins sur leur poste de travail. En revanche, toutes les applications qui tournent derrière, oui, sont entièrement monitorées par conséquent. Et en fait, tout l'objectif, c'est de pouvoir appliquer en fait un ratio carbone, parce qu'on va pouvoir monitorer l'empreinte carbone du client dans la totalité de son SI, mais après être capable de le ramener serveur par serveur, application par application. Et c'est ce qui nous permet en fait d'appliquer ce ratio et puis de ressortir les détails en fonction d'une application donnée. Voici, monsieur le client, votre application, votre cœur de métier, il consomme tant de carbone parce que derrière vous avez tant de machines, vous avez tant d'éléments. Oui, il y a un stand hein, donc vous pourrez trouver effectivement plein de liens sur le stand Constellation. Si vous voulez un petit peu dans le détail de l'offre. On sera soit sur le stand Constellation, soit en train de discuter avec Laurent sur le stand Hitachi. Ouais, de toute façon, vous avez repéré les têtes. J'ai vu malheureusement le chef de l'organisation de cette belle journée qui vient de me faire. Ça veut dire que je vous remercie beaucoup de votre. Oui, mais c'était très clair. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.